Dans une petite ville de province française, une enfant de 8 ans a trouvé un chien abandonné pendant la fête de la Saint-Jean et son monde a basculé. L'animal, d'apparence ordinaire, a révélé des dons miraculeux que personne n'aurait pu expliquer, transformant toute une communauté. Des secrets divins ont été révélés et des vies ont été touchées par la main de Dieu de manière inexplicable. Un récit de foi, d'innocence et du pouvoir de l'amour véritable. Préparez-vous à être ému. Laissez un j'aime, abonnez-vous et dites en commentaire d'où vous regardez cette histoire bénie. Dans une petite ville de province française, où les traditions religieuses s'entremêlent au quotidien, une enfant de seulement 8 ans découvre un chien abandonné lors de la traditionnelle fête de la Saint-Jean. Une rencontre qui semblait fortuite, mais qui allait changer à jamais non seulement la vie de l'enfant, mais aussi celle de toute la communauté tout au long d'une année extraordinaire. La petite protagoniste, connue pour son entêtement inébranlable, sa compassion infinie pour les animaux et sa foi sincère, malgré son jeune âge, ne pouvait imaginer que ce chien sale et blessé serait l'instrument d'un plan divin qui transformerait des cœurs endurcis par le temps. Il s'appelait Michel, un garçon aux cheveux ébouriffés et aux yeux marrons qui semblait porter des secrets trop anciens pour son âge. Ses pas étaient agités, comme si ses petits pieds voulaient courir plus vite que le temps, explorer chaque coin, découvrir chaque mystère. Michel avait appris à sourire même quand son cœur souffrait. L'absence de ses parents était un vide qu'il dissimulait par des jeux et des questions interminables sur le monde. Sa grand-mère, Mémé Suzanne, était une dame aux cheveux gris, toujours attachée en un chignon sévère, des mains calleuses façonnées par la vie à la campagne, et un cœur partagé entre la rigidité de la tradition et l'amour inconditionnel pour son petit-fils. Elle l'élevait depuis que Pierre et Martine, les parents de Michel, étaient partis au Portugal à la recherche d'opportunités. Ils avaient promis de revenir dans 1 an, mais 3 années s'étaient déjà écoulées. Les appels se sont faits moins fréquents, les promesses de retour plus vagues, et Michel a appris à ne plus poser de questions lorsqu'il voyait les yeux de sa grand-mère se mouiller après l'appel téléphonique mensuel. C'était la nuit de la Saint-Jean quand tout a commencé. Le ciel de Saint-Martin-des-Bois était illuminé par des lampions et des feux d'artifice colorés. L'odeur de maïs grillé, de crêpes et de cidre chaud imprégnait l'air de la place centrale où se déroulait la fête. Michel courait entre les stands, esquivant les tantes qui voulaient lui pincer les joues et les vieux qui racontaient les mêmes histoires de leur enfance. C'est alors qu'en s'éloignant un peu de la foule, près de la vieille église paroissiale, il entendit un gémissement faible venant de derrière un tas de caisses. « Il y a quelqu'un » demanda-t-il, ressentant un mélange de peur et de curiosité que seuls les enfants connaissent. Le gémissement se répéta, plus bas cette fois. Michel s'approcha prudemment, écartant l'une des caisses en bois. C'est alors qu'il vit, recroquevillé sur une vieille natte, un chien de taille moyenne, au pelage jaunâtre mêlé de taches marron, si sale qu'il était difficile de définir sa couleur d'origine. L'une de ses pattes arrière saignait, et ses yeux, l'un marron et l'autre d'un bleu presque transparent, fixaient le garçon avec une intensité déconcertante. « Tu es blessé », murmura Michel en tendant lentement la main. « N'aie pas peur, je ne te ferai plus de mal. » Le chien ne recula pas. Au contraire, il tendit son museau pour sentir les doigts du garçon avant de les lécher doucement, comme s'il reconnaissait en lui un ami attendu depuis longtemps. « Je vais t'appeler Miracle », décida Michel, en enlevant sa chemise pour envelopper la patte blessée de l'animal. « Parce que te trouver est un miracle en cette nuit de la Saint-Jean. » Ramener Miracle à la maison n'a pas été une tâche facile. Mémé Suzanne avait des règles strictes concernant les animaux à l'intérieur de la maison. La place des bêtes est dans la cour. Mais quelque chose dans les yeux de son petit-fils l'empêcha de refuser immédiatement quand il apparut portant le chien blessé. Seulement jusqu'à ce qu'on retrouve son maître, concéda-t-elle avec un soupir résigné. Et il reste dans la cour, Michel. Pas à l'intérieur, ça attire les puces et les maladies. Michel accepta promptement, sachant qu'avec le temps, il pourrait attendrir le cœur de sa grand-mère. Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison, bien que pour des raisons qu'il ne pouvait imaginer cette nuit-là. Les premières semaines avec Miracle furent d'adaptation. Le vétérinaire de la ville, le docteur Auguste, soigna la patte blessée et prescrivit des médicaments contre les parasites. Il confirma que le chien n'avait pas de puce électronique
et, de par son état de malnutrition, qu'il était probablement abandonné depuis un certain temps. Il doit avoir entre 2 et 3 ans. C'est un bâtard à prédominance de berger, de ce que je peux voir. Et cette hétérochromie, ses yeux de couleurs différentes, c'est rare, mais ça ne lui pose aucun problème de santé. Michel consacrait chaque minute de libre aux soins de Miracle. Peu à peu, le pelage de l'animal gagna en brillance, révélant une couleur dorée qui justifiait encore plus son nom. Sa patte cicatrisa complètement, et bientôt il courait dans la cour, sautant sur les plantations de basilic et de romarin de mémé Suzanne, au désespoir de celle-ci et à la joie de son petit-fils. C'est un samedi après-midi, alors que Michel emmenait Miracle se promener sur la place, que le premier événement inexplicable se produisit. Il marchait tranquillement quand, en passant devant la pharmacie de Monsieur Oliveira, Miracle s'arrêta brusquement. Les poils de sa nuque se hérissèrent, et il commença à aboyer de manière insistante sur l'homme qui balayait le trottoir. « Miracle, non! Arrête ça !» Michel tira sur la laisse, honteux. Monsieur Oliveira, un homme d'une 60aine d'années, chauve et avec une moustache bien taillée, sourit avec indulgence. « Laissez-le, mon garçon, les chiens font parfois des choses comme ça. » Mais Miracle ne s'arrêtait pas. Il commença à tirer Michel en direction du pharmacien avec tant de force que le garçon perdit presque l'équilibre. Le chien sauta alors, posant ses pattes avant sur la poitrine de Monsieur Oliveira, aboyant maintenant non pas de manière agressive, mais comme s'il voulait communiquer quelque chose d'urgent. « Miracle, descends tout de suite !» Michel réussit à tirer le chien, mortifié. « Excusez-le, Monsieur Oliveira, il n'a jamais fait ça avant. » Le pharmacien réajusta sa chemise, souriant toujours, bien qu'un peu déconcerté. « Ne vous inquiétez pas, mon garçon. Il n'a peut-être pas aimé mon parfum. » 3 jours plus tard, Monsieur Oliveira fut victime d'un infarctus en servant un client. Il fut secouru à temps, et à son arrivée au petit hôpital de la ville, les examens révélèrent une obstruction sévère des artères coronaires. Si cela s'était produit alors qu'il était seul chez lui, il n'aurait probablement pas survécu, dit le docteur René, médecin de la ville depuis plus de 30 ans. Lorsque M. Oliveira se remit suffisamment pour recevoir des visites, il demanda spécifiquement à voir Michel et Miracle. Dans la chambre blanche de l'hôpital, avec l'odeur d'antiseptique imprégnant l'air, il serra la petite main du garçon. « Votre chien savait, » dit-il, la voix encore faible. « Il a senti quelque chose dans mon cœur, avant que tout appareil médical ne le détecte. C'est pour ça qu'il aboyait sur ma poitrine. » Michel regarda Miracle, qui, assis au pied du lit, gardait les yeux hétérochromatiques fixés sur le patient, comme s'il évaluait sa récupération. « Vous croyez vraiment, monsieur Oliveira ? » « J'en suis sûr, mon garçon. Ce jour-là, je suis rentré chez moi en pensant au comportement étrange de votre chien. J'ai décidé de prendre rendez-vous pour un bilan de précaution. Le médecin a noté quelques irrégularités sur mon électrocardiogramme et a demandé des examens complémentaires. J'étais sous observation quand l'infarctus s'est produit. Votre chien m'a sauvé. La nouvelle se répandit dans la ville à la vitesse d'une prière. Saint-Martin-des-Bois était assez petite pour que tout le monde connaisse les histoires des autres, et assez grande pour que ces histoires prennent des proportions inattendues en passant de bouche à oreille. En quelques jours, des files d'attente se formèrent devant la maison de mémé Suzanne. Des personnes souffrant de douleurs inexpliquées, de symptômes persistants, ou simplement de la peur qui accompagne l'incertitude d'un diagnostic, voulaient que Miracle les examine. « C'est absurde !» s'écria mémé Suzanne, regardant par la fenêtre du salon les presque 20 personnes qui attendaient au portail. Ils traitent un animal comme si c'était un saint. C'est de l'idolâtrie, c'est un péché. Michel observait sa grand-mère faire les 100 pas dans le salon, le chapelet entre ses doigts noueux se déplaçant rapidement pendant qu'elle murmurait des prières. « Mémé, et si c'était un don que Dieu a donné à Miracle ? Vous dites toujours que Dieu travaille de manière mystérieuse. » Mémé Suzanne s'arrêta, ses yeux sombres pénétrant ceux de son petit-fils comme si elle essayait de voir quelque chose au-delà de ce qu'il comprenait lui-même. « Michel, il y a des choses dans ce monde qui dépassent notre entendement. Mais il y a aussi des coïncidences que les gens transforment en miracles par désespoir ou ignorance. Je ne veux pas que tu sois blessé quand ils réaliseront que ton chien n'est que un chien. » La conversation fut interrompue par des coups fermes à la porte. C'était le père Antoine, le curé local, un homme d'âge mûr, aux yeux bons et à l'air permanent de préoccupation.
Mémé Suzanne l'accueillit avec un soulagement visible, espérant certainement qu'il mettrait un terme à cette situation. « Suzanne, commença-t-il après avoir accepté une tasse de café, je dois vous parler de ce qui se passe. Dieu merci, vous êtes venu, père. Vous devez dire à ces gens qu'ils commettent de l'idolâtrie avec ce chien. » Le père Antoine prit une gorgée de café avant de répondre, ses yeux se posant sur Michel, qui caressait Miracle couché à ses pieds. « Cette situation est délicate. D'un côté, je comprends votre préoccupation. Nous ne devons pas attribuer à des animaux des pouvoirs qui sont divins. D'un autre côté, Dieu peut utiliser des instruments improbables pour manifester sa volonté. Mais père, ces gens traitent le chien comme s'il allait faire des miracles. Et que savons-nous des miracles, Suzanne? Ils ressemblent rarement à ce que nous attendons. Vous souvenez-vous de l'histoire de Balaam dans la Bible? Dieu a utilisé une ânesse pour lui parler. Qui sommes-nous pour limiter la manière dont le divin se manifeste? Michel observait la conversation, ses yeux oscillant entre le curé et sa grand-mère. Miracle, à ses côtés, semblait presque comprendre ce qui était en jeu. Son corps, tendu, les yeux attentifs. « Que suggérez-vous que nous fassions, alors ?» demanda Mémé Suzanne, visiblement perturbée par le manque de soutien inconditionnel qu'elle espérait. « Je suggère la prudence et le discernement. Ne niez pas complètement la possibilité, mais ne la promouvez pas non plus. Et plus important, corps, observez. Si c'est un vrai don, il manifestera de bons fruits. » Dans les semaines qui suivirent, Michel établit un système. Les gens pouvaient apporter leurs problèmes, un à la fois, en fin d'après-midi. Miracle les examinait, et Michel observait attentivement son comportement. Chez certaines personnes, le chien ne manifestait aucune réaction particulière. Chez d'autres, il s'agitait, aboyait ou gémissait devant des zones spécifiques du corps. Madame Marie-Claire, une dame de 70 ans qui souffrait de douleurs persistantes dans la région abdominale, fut l'une des premières à confirmer le don de Miracle. Le chien insista pour renifler et presser son museau contre le côté droit de son abdomen. Des examens ultérieurs révélèrent une tumeur à l'intestin, encore à un stade précoce. Le cas de Jules, un garçon de 12 ans, qui souffrait de maux de tête fréquents, apporta une nouvelle crédibilité. Miracle ignora complètement la tête du garçon, insistant pour renifler ses pieds. Déconcertés, les parents l'emmenèrent chez un spécialiste dans la capitale, qui diagnostiqua un problème rare aux os des pieds qui causait une pression sur les nerfs, et par conséquent, les maux de tête. Chaque nouveau succès de Miracle augmentait sa renommée et la pression sur Michel et Mémé Suzanne. Le garçon commença à montrer des signes de fatigue. Ses nuits étaient perturbées par des rêves intenses, et pendant la journée, il était toujours préoccupé d'aider plus de personnes, se sentant responsable du don du chien. Sa grand-mère percevait le changement chez son petit-fils. L'éclat dans ses yeux n'était plus le même, et son sourire, toujours si facile, devait maintenant être encouragé. C'est un vendredi matin qu'elle frappa à la porte de sa chambre déterminée. « Michel, aujourd'hui, il n'y aura pas de consultation avec Miracle. » Le garçon leva les yeux du livre qu'il faisait semblant de lire. « Mais Mémé, il y a des gens qui attendent. Ils attendront un jour de plus alors. Aujourd'hui, nous trois, nous allons pique-niquer à la cascade de Mato Grosso, comme nous le faisions avant. Que tout ça ne commence. » Michel voulut protester, mais le ton de sa grand-mère ne laissait pas place à la discussion. Et secrètement, il aspirait à une journée de normalité, loin des regards pleins d'espoir et parfois désespérés qu'il rencontrait quotidiennement. La cascade de Mato Grosso se trouvait à environ 1 heure de marche de la ville. C'était un endroit paradisiaque, avec des eaux cristallines qui tombaient sur des roches lisses, formant une piscine naturelle entourée d'une végétation dense. C'est là que, pour la première fois depuis des semaines, Michel rit sans retenue, se jetant dans l'eau fraîche, appelant Miracle qui nageait avec enthousiasme à ses côtés. Mémé Suzanne, assise sur une pierre plate, observait son petit-fils avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. « C'est comme ça que j'aime te voir, mon enfant », murmura-t-elle pour elle-même. « Être juste un garçon. » Cette journée à la cascade serait le dernier souvenir insouciant qu'ils auraient pendant longtemps. Le lendemain matin, quand Michel se réveilla, Miracle n'était pas dans son panier dans le coin de la chambre. « Mémé, vous avez vu Miracle ?» Mémé Suzanne fronça les sourcils. « Je pensais qu'il était avec toi. » La recherche commença immédiatement. Ils parcoururent la cour,
Les environs de la maison interrogèrent les voisins. Personne n'avait vu le chien doré aux yeux de couleurs différentes. À midi, la nouvelle s'était déjà répandue. Miracle, le chien que beaucoup considéraient comme béni, avait disparu. La communauté se mobilisa pour une recherche sans précédent. Des groupes parcoururent chaque coin de la ville et des zones rurales environnantes. Des affiches furent collées sur les poteaux, les églises et les commerces. Des annonces à la radio locale étaient diffusées toutes les heures. Saint-Martin-des-Bois n'avait jamais été aussi uni autour d'un objectif. Mais les jours passèrent sans aucun signe de miracle. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Michel tomba dans un silence qui inquiétait tout le monde. Ses yeux, autrefois vifs, semblaient maintenant distants, comme s'il cherchait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. C'est le 35e jour après la disparition que les rêves commencèrent. Michel se réveilla en sursaut au milieu de la nuit, en sueur froide, le cœur battant la chamade. Il avait rêvé d'un endroit qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une maison simple, aux murs défraîchis, avec un jardin abandonné où des roses blanches luttaient pour survivre parmi les hautes herbes. Dans le rêve, il entendait un faible sanglot venant de l'intérieur de la maison. Ce n'était pas miracle, il en était sûr. C'était un sanglot humain de douleur profonde. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Michel décrivit son rêve à sa grand-mère. « Mémé, je sais que ça paraît fou, mais je sens que je dois trouver cette maison. » Mémé Suzanne hésita. Depuis la disparition de Miracle, elle marchait sur des œufs autour de son petit-fils, craignant que le moindre faux pas ne le plonge encore plus dans sa tristesse. « Michel, ce n'était qu'un rêve. Tu souffres de l'absence de miracle et ta pensée crée ces images. » « Non, mémé. » La conviction dans la voix du garçon la surprit. « Ce n'est pas juste un rêve. C'est comme si Miracle me montrait quelque chose. Quelqu'un a besoin d'aide. » Mémé Suzanne soupira, posant sa tasse sur la table. « Et où se trouverait cette maison? Je ne suis pas sûr. Mais il y avait un calvaire en pierre à l'entrée. Et derrière, une colline qui ressemblait à un chapeau. » Les yeux de la vieille dame s'écarquillèrent. La colline du chapeau se trouve en direction de l'ancienne ferme des Mendonça. Elle est abandonnée depuis des années, depuis que le vieux Mendonça est mort. Cet après-midi-là, contre son bon sens, Mémé Suzanne accompagna son petit-fils jusqu'à la ferme abandonnée. Le sentier était presque refermé par les broussailles, indiquant que peu de gens passaient par là. Après 20 minutes de marche, ils aperçurent le calvaire en pierre mentionné par Michel, et peu après, la maison de son rêve, aux murs défraîchis et au jardin où des roses blanches luttaient pour vivre. « C'est ici », murmura Michel, un frisson parcourant son main. Ils s'approchèrent prudemment. La porte d'entrée était entr'ouverte, balançant légèrement avec la brise de l'après-midi. Michel fut le premier à entrer, suivi de près par sa grand-mère, qui murmurait des prières en serrant son chapelet dans ses mains. L'intérieur de la maison était en ruine, des meubles recouverts de draps poussiéreux, des toiles d'araignées dans les coins, l'odeur d'abandon imprégnant l'air. Elle semblait inhabitée, exactement comme tout le monde dans la ville le croyait. « Il n'y est à personne ici, Michel, » dit Mémé Suzanne soulagée. « Rentrons. » Mais avant qu'ils ne puissent se retourner, ils entendirent un son faible venant de l'une des pièces au fond de la maison. Ce n'était pas un sanglot, comme dans le rêve de Michel, mais un gémissement faible, presque inaudible. Suivant le son, ils arrivèrent à une petite chambre où, sur un matelas à même le sol, reposait une jeune femme. Son visage était pâle, marqué par des cernes profonds, et ses bras, incroyablement fins, embrassaient son propre ventre, un ventre de grossesse avancée. « Mon Dieu !» s'exclama Mémé Suzanne, courant vers la femme. « Ma pauvre fille, qu'est-ce qui s'est passé? Qui êtes-vous » La jeune femme ouvrit difficilement les yeux. « Aidez-moi » murmura-t-elle, avant de s'évanouir à nouveau. En quelques heures, la nouvelle se répandit. Louise, une jeune fille de 17 ans qui s'était enfuie de chez elle dans une ville voisine après avoir découvert sa grossesse, vivait cachée dans la ferme abandonnée depuis presque 2 mois. Elle survivait avec des fruits du verger et de l'eau d'un puits, recevant occasionnellement de l'aide d'un vieil homme qui passait par là pour pêcher dans la rivière voisine, mais qui n'avait jamais posé de questions sur son histoire. Elle fut emmenée d'urgence à l'hôpital, où les médecins constatèrent une malnutrition sévère et un état d'infection qui pourrait compromettre le bébé.
Si on ne l'avait pas retrouvé aujourd'hui, on perdait probablement les deux, confia le docteur René à Mémé Suzanne. Dans la ville, le fait que Michel ait rêvé de la maison exactement comme elle était, sans jamais y avoir été, relança les conversations sur l'extraordinaire. Pour beaucoup, c'était la confirmation que le garçon avait hérité de quelque chose du don de miracle. Ou peut-être, comme certains murmuraient, le don avait toujours été le sien, ne se manifestant qu'à travers le chien. Au cours des 2 mois suivants, Michel fit 7 autres rêves similaires. Dans chacun d'eux, il voyait des endroits spécifiques de la ville ou des environs, ressentant un appel irrésistible à les visiter. Il trouvait toujours quelqu'un ayant besoin d'aide, une personne âgée tombée chez elle, incapable d'appeler au secours, un enfant coincé dans une bouche d'égout après une forte pluie, un homme en début d'AVC dont les symptômes n'étaient pas encore évidents pour sa famille. Contrairement aux consultations avec miracle, qui épuisaient Michel physiquement à cause de la pression qu'il ressentait, ces interventions guidées par les rêves semblèrent le fortifier. Chaque vie sauvée ou problème résolu redonnait un peu d'éclat à ses yeux. Mémé Suzanne, initialement sceptique, ne pouvait plus nier l'inexplicable. Un après-midi de confession, elle partagea avec le père Antoine ses craintes et ses doutes. « Père, je me souviens encore du mot que vous avez utilisé, discernement. Comment discerner si c'est divin ou autre chose ?» Le curé réfléchit, un instant, les yeux fixés sur le crucifix derrière l'autel. « Aux fruits, Suzanne, toujours aux fruits. Qu'est-ce que ces événements ont apporté à Michel et à la communauté ? Michel est plus présent, moins perdu. Et la communauté, eh bien les gens sont plus attentifs les uns aux autres. Il y a une solidarité que je n'avais pas vue depuis des années. Et cela ne vous semble-t-il pas un bon fruit ? Questionna le curé avec un léger sourire. Mémé Suzanne acquiesça lentement, une larme coulant sur son visage ridé. « J'ai tellement peur, père. Peur qu'il se blesse, qu'il se perde dans ce don ou quoi que ce soit. La peur est naturelle, ma fille. Mais souvenez-vous, le contraire de la peur n'est pas le courage, c'est la foi. Et vous avez fait preuve de beaucoup de foi en permettant à Michel de suivre ce chemin. L'hiver arriva rigoureux cette année-là. Des pluies intenses provoquèrent des inondations, et la petite rivière qui traversait la ville déborda, isolant certaines zones rurales. Par une nuit particulièrement orageuse, avec des tonnerres qui secouaient les fenêtres et des éclairs qui transformaient l'obscurité en jour pendant de brefs instants, Michel fit le rêve le plus vif jusqu'alors. Il vit miracle. Le chien, doré, courait sur un chemin de terre trempé par la pluie, mais déterminé. Il arrivait à une ferme que Michel reconnut comme la ferme du ciel, la plus grande propriété de la région, située à presque 10 km de la ville. Miracle. Entrait dans une grange abandonnée et se couchait à côté de quelque chose que Michel ne parvenait pas à distinguer clairement. Quand il se réveilla, le garçon était trempé de sueur, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Il regarda par la fenêtre. L'orage continuait. De faire rage dehors. « Mémé !» cria-t-il, courant dans la chambre de Mémé Suzanne. « J'ai vu miracle. Il est à la ferme du ciel. Il faut qu'on y aille tout de suite. » Mémé Suzanne, encore endormie, essaya de calmer son petit-fils. « Michel, c'est impossible de sortir avec cet orage. Les routes doivent être impraticables. Mais Mémé Miracle a besoin d'aide. Et il y a quelque chose là-bas, quelqu'un, je n'ai pas bien vu, mais je sens que c'est urgent. » La détermination dans le regard du garçon était si intense que Mémé Suzanne sentit un frisson. Au cours des derniers mois, elle avait appris à faire confiance aux intuitions de son petit-fils, aussi inexplicables soient-elles. « Essayons. De parler à quelqu'un qui a une voiture plus solide, » concéda-t-elle, se levant. « Peut-être Monsieur Ricardo de l'épicerie. »« Non, » dit Michel avec fermeté. « Il faut appeler Monsieur Charles, le pharmacien. » Charles Mendes, le pharmacien, était connu pour son scepticisme à l'égard des événements impliquant Michel et Miracle. Veuf depuis 5 ans, il se tenait à distance des affaires de la communauté, se consacrant exclusivement à la pharmacie qu'il avait héritée de son père. C'était la dernière personne à qui Mémé Suzanne penserait demander de l'aide. Pourquoi ? Lui, Michel ? Parce que dans mon rêve, je l'ai vu aussi. Il conduisait la voiture, aidant à sauver celui qui était avec Miracle. Convaincre Charles de sortir au milieu de l'orage pour chercher un chien disparu ne fut pas facile. Il fallut l'insistance de Michel, les larmes contenues de Mémé Suzanne et finalement,
L'intervention du père Antoine, appelé à la hâte, pour que le pharmacien cède. C'est de la folie, grommela-t-il, en conduisant son 4x4 sur les chemins boueux, les essuie-glaces fonctionnant au maximum pour lutter contre la pluie incessante. De la complète démence. Michel, sur la banquette arrière, restait silencieux, les yeux fixés sur la route, comme s'il pouvait voir à travers l'obscurité et la pluie. Occasionnellement, il donnait des instructions précises. « Tournez à droite ici. Attention, au trou juste devant », qui s'avérait être correct, augmentant le malaise de Charles. Après près d'une heure de trajet, ils arrivèrent aux portes de la ferme du Ciel. La propriété autrefois prospère était en déclin depuis que son propriétaire était décédé sans héritier direct. Des cousins éloignés se disputèrent l'héritage devant les tribunaux, tandis que la ferme, autrefois modèle de productivité, dépérissait sous une administration provisoire. Le portail principal était fermé par des chaînes rouillées. « Et maintenant ?» ou questionna Charles. « Je ne peux pas forcer une propriété privée. »« Il y a une entrée latérale, » répondit Michel promptement. « Par où entraient les ouvriers ? La clôture est tombée sur un tronçon. » Charles et Mémé Suzanne échangèrent. Des regards perplexes. Comment Michel pouvait-il savoir ça? Suivant les indications du garçon, ils trouvèrent le passage décrit. Le 4x4 avança difficilement sur le terrain boueux jusqu'à arriver près de la grange que Michel avait vue dans son rêve. « C'est ici », annonça le garçon, ouvrant la portière de la voiture, avant même que Charles ne puisse s'arrêter complètement. « Michel, attends !» cria Mémé Suzanne, mais son petit-fils courait déjà vers la grange, la pluie le trempant complètement en quelques secondes. Charles jura à voix basse avant de suivre le garçon, avec Mémé Suzanne juste derrière. Quand ils arrivèrent à la grange, la scène qu'ils découvrirent les laissa paralysés. Miracle était là, exactement comme dans le rêve de Michel. Mais il n'était pas seul. Le chien se tenait protecteur auprès d'une jeune femme, allongée sur un tas de foin, gémissant de douleur. À ses côtés, 2 jeunes enfants d'environ 4 et 6 ans tremblaient de froid, recroquevillés sous une fine couverture. « Mon Dieu !» murmura Mémé Suzanne, s'approchant rapidement de la famille. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» La femme, avec un effort évident, expliqua qu'ils étaient des migrants. Son mari avait trouvé un emploi temporaire dans une ferme voisine, mais à leur arrivée, ils avaient découvert qu'il avait été trompé. Il n'y avait pas de travail. Sans argent pour rentrer, ils essayaient de rejoindre la ville à pied quand l'orage les avait surpris. Le mari était parti le matin chercher de l'aide et n'était pas revenu. Et ce chien, dit-elle, pointant Miracle qui ne quittait pas les enfants des yeux, est apparu de nulle part il y a quelques heures. Il a apporté une poule morte pour que les enfants mangent. Et puis, il est resté là à nous réchauffer. Michel s'agenouilla à côté de Miracle, le serrant fort dans ses bras, des larmes de soulagement et de joie coulant sur son visage. Le chien lécha ses joues, comme pour dire « je n'ai fait que ce qu'il fallait faire ». Charles, observant la scène, sentit quelque chose se briser en lui, un mur invisible qu'il avait construit autour de son cœur depuis la mort de sa femme. Sans dire un mot, il enleva son propre manteau et le posa sur les enfants, avant de se diriger vers le 4x4 pour chercher la trousse de premier secours qu'il avait toujours avec lui. « Vous êtes en travail », annonça-t-il après un examen rapide. « Il faut vous emmener à l'hôpital immédiatement. » Le voyage de retour vers la ville fut tendu. La femme, identifiée comme Joséphine, gémissait à chaque contraction, qui devenait de plus en plus fréquente. Charles conduisait avec une extrême prudence, conscient de la responsabilité qu'il portait. Sur la banquette arrière, Michel tenait la main de l'un des enfants, tandis que Miracle, maintenant réuni avec son maître, restait vigilant, comme s'il remplissait encore une mission vitale. Quand ils arrivèrent enfin à l'hôpital, toute l'équipe médicale était déjà en place, prévenue par radio par le père Antoine. Joséphine fut rapidement conduite à la salle d'accouchement, tandis que les enfants recevaient les premiers soins. Le mari de Joséphine fut retrouvé le lendemain matin, abrité dans une maison de colons à quelques kilomètres de la ferme. La nouvelle de la naissance de son fils, un garçon en bonne santé malgré les circonstances difficiles, et du sauvetage de la famille se répandit rapidement, amplifiant encore la légende de Michel et Miracle. La communauté se mobilisa pour aider la famille. Une maison abandonnée fut cédée temporairement, des vêtements et de la nourriture furent donnés, et Charles, surprenant tout le monde, y compris lui-même, offrit un emploi au père à la pharmacie.
Cet événement marqua une transformation chez Charles. De sceptique isolé, il devint l'un des plus grands défenseurs de Michel, l'aidant à comprendre et à gérer ses rêves et ses intuitions. Un lien presque paternel se forma entre eux, comblant un vide que tous deux portaient. Charles par l'absence d'enfant dans son mariage interrompu par la mort prématurée de sa femme. Michel par l'absence de ses parents. Le printemps arriva, marquant 6 mois depuis la disparition et le retour miraculeux de Miracle. La ville vivait une période de renouveau, non seulement dans la nature, avec des fleurs colorant les jardins et des arbres fruitiers chargés, mais aussi dans l'esprit communautaire. C'est un dimanche matin ensoleillé, après la messe, qu'une voiture inconnue se gara devant la maison de Mémé Suzanne. En descendirent un homme et une femme, tous deux avec des expressions nerveuses et pleines d'espoir. Michel, jouant dans la cour avec Miracle, fut le premier à les voir. Le chien, à ses côtés, se figea, comme s'il sentait l'importance de ce moment. « Papa, maman », la voix du garçon n'était qu'un murmure, comme s'il craignait que parler plus fort ne les fasse disparaître. Pierre et Martine, les parents de Michel, étaient revenus, plus minces, plus vieux, avec des rides de soucis qu'il avait non pas au moment de leur départ, mais c'était bien eux, enfin de retour. Les embrassades furent longues, arrosées de larmes que Michel s'était promis de ne pas verser. Il y avait tant de choses à dire, tant de questions, tant d'histoires à raconter. Mémé Suzanne, observant depuis la porte, gardait un sourire, contenu, les yeux humides révélant le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. Joie pour son petit-fils, soulagement de revoir son fils, appréhension pour l'avenir. C'est pendant le déjeuner que Pierre et Martine révélèrent leurs projets. Ils avaient obtenu des emplois stables à Lyon. Ils voulaient emmener Michel vivre avec eux dans la capitale des Gaules. « Tu vas adorer mon enfant », disait Martine, tenant la main du garçon sur la table. « Il y a d'immenses parcs, des cinémas, des centres commerciaux. Et l'école où nous t'avons inscrit est l'une des meilleures de la région. » Michel regardait ses parents, puis sa grand-mère, puis Miracle, qui reposait à côté de sa chaise. Un conflit orageux grandissait dans sa poitrine. « Quand devrions-nous partir ?» demanda-t-il finalement, sa voix presque inaudible. « Dans 2 semaines, » répondit Pierre. « Nous avons déjà loué un appartement, avec une chambre rien que pour toi. Il n'est pas grand, mais il est près de l'école et il y a un petit parc où nous pourrons promener Miracle. » Au moins ça, pensa Michel. Il pourrait emmener Miracle. Mais quitter Saint-Martin-des-Bois, quitter sa grand-mère, Charles, le père, Antoine, toutes les personnes qui l'avaient aidé et qui faisaient maintenant partie de sa vie de manière si profonde. Cette nuit-là, incapable de dormir, Michel sortit dans la cour. La pleine lune illuminait le ciel, transformant les ombres en figures mystérieuses qui dansaient avec la brise. « Qu'est-ce que je fais, Miracle ?» demanda-t-il au chien, qui s'assit à ses côtés, les yeux hétérochromatiques reflétant le clair de lune. « Comment choisir entre mes parents et tout ce que nous avons construit ici ?» Miracle ne répondit pas, évidemment. Mais il posa son museau sur la main du garçon, comme il le faisait toujours lorsqu'il sentait son angoisse. Le lendemain matin, tout le monde remarqua le changement chez Miracle. Le chien, normalement énergique et joueur, était léthargique. Il refusa de manger et de boire, et ses yeux, autrefois si vifs, semblaient voilés par un voile de douleur. « Ça doit être une sorte de virus », suggéra Pierre, caressant la tête de l'animal. « Nous allons l'emmener chez le vétérinaire. » Mais le docteur Auguste, après avoir examiné Miracle, ne trouva aucune cause évidente à son malaise. Tous les signes vitaux sont normaux. Il n'a pas de fièvre, ni de symptômes digestifs ou respiratoires. Physiquement, il semble aller bien. « Alors pourquoi est-il comme ça ?» questionna Michel, l'inquiétude rendant sa voix aiguë. Le vétérinaire hésita, regardant le garçon puis Mémé Suzanne. « Parfois, Michel, les animaux sentent des choses que nous ne pouvons pas mesurer avec des appareils. Ils captent l'énergie autour d'eux, les émotions des personnes qu'ils aiment. Il est possible que Miracle réagisse à quelque chose qui se passe dans la famille. » Michel regarda Miracle, allongé sur la civière, si différent du chien vibrant qu'il connaissait. Une pensée terrible traversa son esprit. Et si Miracle était en train de dire au revoir? Et si, d'une manière ou d'une autre inexplicable, il savait que sa mission touchait à sa fin? L'état de Miracle empira dans les jours qui suivirent. Même avec des médicaments contre la douleur et des compléments vitaminiques, le chien dépérissait à vue d'œil.
Il passait des heures allongé, respirant difficilement, relevant occasionnellement la tête quand Michel s'approchait, juste pour la laisser retomber à nouveau, comme si l'effort était trop grand. Michel ne quittait presque pas son ami. Il lui parlait constamment, lui racontait des histoires, lui rappelait les moments qu'ils avaient partagés. Dans sa tête, il formulait une promesse encore non prononcée, mais qui grandissait en force et en conviction. C'est pendant la fête du Saint-Sacrement, l'une des célébrations les plus importantes du calendrier religieux local, que tout changea. La ville était décorée de guirlandes colorées, et des processions parcouraient les rues principales. Michel, qui avait hésité à quitter Miracle, fut convaincu par Charles de participer à la récitation du chapelet sur la place centrale. « Ça te fera du bien, Michel », dit le pharmacien. « La foi a des pouvoirs que nous ne comprenons pas toujours. » Sur la place, entouré de bougies allumées et par le murmure collectif des prières, Michel ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des jours. Quand vint son tour de tenir la bannière du Saint-Sacrement, une colombe blanche brodée sur fond rouge, il ferma les yeux et prononça silencieusement sa promesse. « Si Miracle se rétablit, je resterai à Saint-Martin-des-Bois. Je continuerai le travail que nous avons commencé ensemble. J'aiderai toutes les personnes que je pourrai avec le même amour qu'il a montré. S'il te plaît, ne me l'enlève pas. » Cette même nuit, tandis que des feux d'artifice colorèrent le ciel, célébrant la fin de la fête, un phénomène inexplicable se produisit. Michel, qui s'était endormi à côté de Miracle sur le tapis du salon, fut pris d'une fièvre soudaine et violente. Sa température monta tellement que mémé Suzanne, désespérée, appela Charles, qui vint immédiatement avec son 4x4 pour les emmener à l'hôpital. « Je n'ai jamais vu une fièvre monter aussi vite », commenta le docteur René, appliquant des compresses froides sur le corps du garçon. « Ça semble presque surnaturel. » Charles, à côté du lit, tenait la petite main chaude de Michel. « Il va s'en sortir », affirma-t-il, avec une conviction qu'il ne ressentait pas vraiment. « Il doit s'en sortir. » Pendant 3 jours, Michel resta dans un délire fébrile. Ses lèvres bougeaient constamment, comme s'il parlait avec quelqu'un d'invisible. Parfois, il criait des noms que personne ne connaissait ou décrivait des lieux qu'il n'avait jamais visités. D'autres fois, il souriait simplement, comme s'il était témoin de quelque chose de merveilleux que lui seul pouvait voir. Pierre et Martine, reportant leur départ prévu, se relayaient avec mémé Suzanne et Charles pour les veiller au chevet de leur fils. Miracle, étonnamment, s'était amélioré. Pendant que Michel tombait malade, le chien retrouvait ses forces, comme s'il y avait une connexion mystérieuse entre eux, un équilibre cosmique en train de se restaurer. Au matin du 4e jour, la fièvre céda aussi soudainement qu'elle était apparue. Michel ouvrit les yeux, clairs et lucides, pour retrouver sa famille réunie autour de son lit d'hôpital. « Miracle » fut le premier mot qu'il prononça, sa voix rauque à force de ne pas parler. « Il va bien, mon enfant », répondit mémé Suzanne, caressant ses cheveux. « Il est à la maison, rétabli. Il t'attend. » Michel sourit, un sourire serein qui semblait porter une sagesse nouvelle. Quand il réussit enfin à s'asseoir sur le lit, tous remarquèrent quelque chose d'extraordinaire. Ses yeux, autrefois marrons comme ceux de son père, présentaient maintenant de petites taches bleues, surtout dans l'œil droit, exactement comme l'œil bleu de Miracle. « Michel, tes yeux !» commença Martine, incapable de terminer sa phrase. « Je sais », répondit simplement le garçon, sans montrer de surprise. « Maintenant, je vois comme il voyait. » Les médecins ne trouvèrent aucune explication au changement de couleur des yeux, ni à la guérison rapide. Ils constatèrent seulement que, physiquement, Michel était en bonne santé et pouvait sortir de l'hôpital. À son retour à la maison, les retrouvailles avec Miracle furent émouvantes. Le chien, complètement rétabli, sautait et aboyait, tournant en rond de joie. Mais il y avait quelque chose de différent dans son interaction avec Michel, une complicité encore plus profonde, comme s'ils partageaient maintenant non seulement l'amour, mais aussi une compréhension qui transcendait les mots. Ce soir-là, pendant le dîner, Michel annonça sa décision. « Je ne veux pas aller à Lyon. » Pierre et Martine échangèrent des regards. Ils avaient longuement discuté de cette possibilité pendant les jours de veillée à l'hôpital. « Nous avons des emplois là-bas, mon enfant, » expliqua Pierre gentiment. « Notre vie est organisée dans la capitale. Maintenant, je sais, papa, et je comprends. Mais ma place est ici, Miracle et moi, nous avons du travail à faire.
Quel genre de travail un garçon de 8 ans peut-il avoir? Questionna Martine, sa voix trahissant frustration et inquiétude. Le travail que je fais depuis que j'ai trouvé Miracle, répondit Michel avec une maturité qui ne correspondait pas à son âge. Aider les gens, utiliser ce don que Dieu nous a donné. Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'émotions conflictuelles. Ce fut mémé Suzanne qui le brisa. Et si vous restiez, suggéra-t-elle, regardant son fils et sa belle-fille. Saint-Martin-des-Bois est en pleine croissance. Pierre, tu es ingénieur et il y a des projets d'expansion dans la région. Martine, infirmière est une profession qui a toujours de la demande. Et vous auriez ma maison pour rester pendant que vous vous réinstallez. La suggestion prit tout le monde par surprise, surtout Pierre et Martine. L'idée de recommencer dans la petite ville de province ne leur avait pas traversé l'esprit. Notre appartement à Lyon, le contrat de location, balbutia Pierre. On peut régler tout ça, intervint Charles, qui dînait avec eux ce soir-là, étant devenu presque un membre de la famille. Le plus important, c'est ce qui rendra Michel heureux et répondre à l'appel qu'il a clairement reçu. Les semaines suivantes furent d'ajustement et de réorganisation. Pierre, grâce à la recommandation de Charles, obtint un poste d'ingénieur à la mairie, supervisant des travaux d'infrastructure. Martine, à sa propre surprise, trouva beaucoup plus de satisfaction à travailler dans le petit hôpital local qu'elle n'en avait jamais eu dans les grands hôpitaux de la capitale. La famille resta dans la maison de mémé Suzanne, pendant qu'ils planifièrent de construire leur propre maison sur un terrain voisin. Les dîners du soir avec sa grand-mère, Charles souvent présent, devinrent des moments d'union et de renforcement de liens qui avaient été étirés, mais jamais rompus. Pour Michel, la nouvelle dynamique familiale était une bénédiction inattendue. Avoir ses parents de retour sans avoir à quitter sa grand-mère, Charles, Miracle et tout le but qu'il avait trouvé à Saint-Martin-des-Bois, lui semblait un miracle en soi. Quant à Miracle, bien qu'il soit toujours aimé et considéré comme spécial par tous ceux qui connaissaient son histoire, il ne manifestait plus de comportement surnaturel dans la détection des maladies. C'était comme si cette partie de son don avait été transférée à Michel pendant ses jours de fièvre et de délire. Maintenant, c'était le garçon qui percevait quand quelqu'un était malade avant que les symptômes ne se manifestent pleinement, non pas à travers des rêves ou des visions, mais par une sensation physique, un fourmillement dans les mains quand il touchait la personne, un poids dans la poitrine quand il s'approchait de quelqu'un ayant des problèmes cardiaques. La capacité, bien que réelle et confirmée par divers cas, ne générait plus de tumulte ou de file d'attente. Martine, avec sa formation d'infirmière, aidait à la filtrer, à l'organiser et à l'appliquer de manière discrète et efficace. Le don était devenu un service, pas un spectacle. C'est au 9e mois après le retour de Miracle, alors que la vie semblait avoir trouvé un nouvel équilibre satisfaisant, que des complications surgirent. Le maire Auguste Medeiros, percevant le potentiel touristique des histoires sur le garçon et le chien miraculeux, lança une campagne pour transformer Saint-Martin-des-Bois en une destination de tourisme spirituel. Sans consulter la famille, il autorisa l'installation de panneaux aux entrées de la ville. Bienvenue au pays du miracle. Il commença à distribuer des dépliants dans les villes voisines, et même dans la capitale, promouvant l'histoire de Michel et Miracle. Sur la place centrale, des stands apparurent, vendant des souvenirs avec l'image stylisée d'un garçon et d'un chien aux yeux de couleurs différentes. Ce qui perturba le plus Michel, cependant, fut la commercialisation croissante de son histoire. Des phrases comme « Venez recevoir votre guérison » ou « Témoignez du pouvoir divin » sur des panneaux d'affichage et des banderoles déformaient complètement la signification de ce que Miracle et lui représentaient. Le flux de touristes, qui commença à arriver, beaucoup amenant des malades en phase terminale, dans l'espoir d'une guérison miraculeuse, créa une pression insupportable sur le garçon. Les attentes étaient irréalistes, et la déception, quand Michel ne parvenait pas à aider tout le monde, se transformait rapidement en hostilité. Après un dimanche particulièrement difficile, quand une famille amena un enfant atteint d'un cancer en phase terminale et accusa Michel de choisir qui sauver, quand il ne put rien faire, la famille se réunit en conseil, incluant Charles et le père Antoine. « Ça ne peut pas continuer », affirma Pierre, la colère évidente dans sa voix contenue. «
Ils sont en train de transformer mon fils en attraction de cirque. Et de créer des attentes impossibles, ajouta Martine. Michel n'est pas Jésus-Christ. Il a un don, oui, mais limité et spécifique. Il ne peut pas tout guérir, ni tout le monde. Mémé Suzanne, qui était restée silencieuse pendant la majeure partie de la discussion, finit par se prononcer. Qu'est-ce que Michel pense de tout ça? C'est sa vie, après tout. Tous les regards se tournèrent vers le garçon, assis, par terre avec Miracle couché à ses côtés. Je crois qu'il est temps d'expliquer aux gens ce qui se passe vraiment, dit Michel lentement. Ce ne sont pas des guérisons miraculeuses, c'est juste une manière différente de voir, de sentir, comme une radio mais sans machine. Une conférence de presse, suggéra Charles, toujours pratique. Non, répondit Michel, quelque chose de plus simple. Une réunion sur la place comme on faisait autrefois quand il y avait des questions importantes pour la communauté. Je veux parler directement aux gens d'ici et qu'ils répandent la vérité aux visiteurs. L'idée fut acceptée unanimement. Le père Antoine se proposa d'annoncer la réunion après la messe dominicale, et Charles utiliserait ses contacts pour s'assurer que tous les habitants soient au courant. Le dimanche suivant, la place centrale était bondée, non seulement d'habitants de Saint-Martin-des-Bois, mais aussi de visiteurs, et même de quelques journalistes des villes voisines, attirés par l'histoire du garçon miraculeux. Michel, vêtu simplement d'un jean et d'un t-shirt bleu, monta sur les marches du kiosque à musique de la place, Miracle assis fidèlement à ses côtés. Pendant un moment, il contempla la foule en silence. Ses yeux, maintenant avec ses taches bleues qui rappelaient à tous son lien surnaturel avec le chien, parcoururent les visages expectants. « Merci d'être venu », commença-t-il, sa voix enfantine portant une sérénité inhabituelle. « Je sais que beaucoup d'entre vous ont fait de longs trajets pour me rencontrer, pour rencontrer Miracle, pour peut-être recevoir de l'aide ou témoigner de quelque chose d'extraordinaire. » Il fit une pause, respirant profondément. « Mais je crains qu'il n'y ait un malentendu. Miracle et moi ne réalisons pas de guérison miraculeuse. Nous ne transformons pas l'eau en vin. Nous ne ressuscitons pas les morts. Ce qui se passe est beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus complexe. » Michel raconta alors toute l'histoire, de sa rencontre avec Miracle à la fête de la Saint-Jean jusqu'aux événements récents. Il parla de la maladie du chien, de sa propre fièvre, de la transformation de ses yeux. Il expliqua comment il pouvait maintenant sentir, presque comme une extension de son propre corps, quand quelque chose n'allait pas dans le corps d'une autre personne. Mais ce n'est pas quelque chose de surnaturel, souligna-t-il. C'est juste une manière différente de perception, comme quelqu'un qui est né avec une oreille plus sensible et qui peut entendre des sons que d'autres n'entendent pas. Certains dans la foule commencèrent à s'agiter, visiblement déçus. D'autres écoutaient attentivement, acquiesçant comme s'ils comprenaient enfin. « Le vrai miracle, continua Michel, n'est pas ce que Miracle ou moi pouvons faire. Le vrai miracle, c'est ce que vous tous, faites déjà tous les jours sans vous en rendre compte. » Son regard parcourut la place, s'arrêtant sur des visages familiers. C'est Madame Marie-Claire qui prend soin de sa voisine malade, en lui apportant de la soupe tous les jours. C'est Monsieur Joachim qui apprend aux enfants à jouer au football, après l'école, en les éloignant des problèmes. C'est le Père Antoine qui ouvre les portes de l'église non seulement pour les prières, mais pour tous ceux qui ont besoin d'un endroit pour parler. Michel pointa du doigt plusieurs personnes dans la foule, mentionnant de petits gestes de bonté dont il avait été témoin ou qu'il connaissait. Le miracle n'est pas dans le chien ou en moi. Il est dans l'amour que Dieu place dans chaque cœur disposé à regarder l'autre. Et ce miracle est disponible pour tous, tous les jours. Un silence réflexif tomba sur la place. Même les enfants, normalement agités, semblaient captivés par le moment. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de mettre des panneaux et de vendre des souvenirs avec notre image. Arrêtez d'amener des personnes malades en promettant des guérisons que je ne pourrais peut-être pas offrir. Au lieu de ça, faisons ce que cette ville a toujours fait de mieux. Prendre soin les uns des autres, comme une famille. Les paroles, simples, prononcées avec sincérité par un enfant de seulement 8 ans, touchèrent la communauté d'une manière qu'aucun discours élaboré n'aurait pu faire. Dans les jours qui suivirent, les panneaux aux entrées de la ville furent remplacés par les originaux, les stands de souvenirs disparurent, et le flux de touristes en quête de miracles instantanés diminua graduellement.
À leur place, surgit quelque chose de plus précieux, la revitalisation de l'esprit communautaire, des traditions qui se perdaient, comme les chantiers participatifs pour la construction de maisons ou la restauration d'espaces publics, revinrent avec une vigueur renouvelée. Les veillées de prière dans les maisons, où les voisins se réunissaient pour partager non seulement des prières, mais aussi des soucis et des joies, redevinrent une partie importante de la vie sociale. Le maire, initialement frustré par l'échec de son initiative touristique, finit par percevoir la vraie valeur de ce qui se passait. La ville n'était pas devenue un lieu de pèlerinage pour les touristes, mais elle se transformait en un modèle de coopération et de solidarité qui attirait l'attention des municipalités voisines pour des raisons bien plus durables. Michel continua d'utiliser son don, maintenant de manière plus organisée et sensée, en partenariat avec sa mère et l'hôpital local. Les enfants de l'école demandaient à caresser Miracle, croyant que cela portait bonheur dans les études. Les plus âgés souriaient avec indulgence, sachant que le vrai miracle était la transformation de toute une communauté à partir de la rencontre improbable entre un garçon et un chien abandonné. Et ainsi, quand la fête de la Saint-Jean revint, marquant une année complète de cette extraordinaire aventure, Michel se retrouva à nouveau sur la place centrale, observant les feux d'artifice illuminer le ciel, tandis que la farandole se formait pour la danse traditionnelle. Ses parents dansaient ensemble, visiblement heureux de leur nouvelle vie. Mémé Suzanne conversait animée avec Charles, qui semblait enfin avoir retrouvé la paix après la perte de sa femme. Miracle, couché à côté de Michel, n'était plus le chien miraculeux qui détectait les maladies. C'était simplement un chien aimé, loyal, partie inséparable de la vie du garçon et de la communauté. « Bonsoir, Michel ». Une voix interrompit ses pensées. C'était le père Antoine, s'asseyant sur le banc à ses côtés. « Bonsoir, père. J'ai beaucoup réfléchi à toute cette année extraordinaire, dit le prêtre regardant le ciel étoilé. À toi, à Miracle, et à tout ce qui s'est passé. » Michel attendit en silence, percevant que le curé avait plus à dire. « Tu sais, dans la Bible, miracle ne signifie pas forcément quelque chose de surnaturel ou d'impossible. Le mot original peut être traduit par signe, merveille, quelque chose qui pointe vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui fait que les gens s'arrêtent et perçoivent le divin dans le quotidien. » Le curé posa sa main gentiment sur l'épaule du garçon. Le vrai miracle n'a pas été les maladies détectées ou les vies sauvées directement. Ça a été le réveil de toute une communauté à ce qui a toujours été à sa portée, la capacité de se soucier, d'aider, d'aimer concrètement. Comme la famille que nous avons accueillie pendant l'orage, demanda Michel. Exactement. Ou comme tes parents qui ont choisi de rester, ou comme Charles, qui a redécouvert la joie de vivre après des années de deuil, ou comme ta grand-mère, qui a appris à voir au-delà des traditions pour trouver l'esprit véritable de la foi. Michel sourit, caressant Miracle pensivement. Alors Miracle a vraiment été un miracle, juste pas de la manière dont les gens l'attendaient. Précisément, acquiesça le curé. Et c'est peut-être ça le plus grand miracle de tous. Quand le divin surgit, non pas dans de grands spectacles, mais dans les petits gestes quotidiens qui transforment des vies. Les deux restèrent dans un silence contemplatif, observant les gens danser sous la lumière de la lune et des étoiles. Miracle, comme s'il comprenait l'importance du moment, posa son museau sur la jambe de Michel, ses yeux hétérochromatiques reflétant les lumières colorées de la fête. Michel comprit, à ce moment-là, que le plan divin était beaucoup plus vaste que ce que quiconque aurait pu imaginer. Il ne s'agissait pas de guérison physique, mais de la guérison d'un peuple qui avait oublié comment s'unir dans l'amour. Et d'une manière ou d'une autre, un garçon têtu et un chien aux yeux différents avaient été les instruments parfaits pour ce miracle silencieux et profond, aussi inattendu que transformateur. Sous le ciel étoilé de Saint-Martin-des-Bois, tandis que la musique de la fête berçait les cœurs et que le passé s'intégrait doucement à l'avenir, Michel ressentit une certitude sereine. Certains miracles ne s'expliquent pas, ils se vivent simplement, et ce sont, invariablement, les plus puissants de tous.